J'avais oublié de dire à ma fille que hier, le technicien était venu réparer le système de caméra de l'appartement. Le soir même, prise d'une curiosité soudaine, j'avais décidé de vérifier si tout fonctionnait. J'ai allumé mon téléphone et en quelques secondes, ma vie a basculé. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang et m'a fait comprendre qu'un monstre vivait sous mon propre toit. Avant de continuer, permettez-moi de vous demander une petite chose. Si vous écoutez mon histoire aujourd'hui, je vous invite à mettre un « j'aime » à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire pour me dire d'où vous suivez ce récit. Votre soutien me donne la force de raconter cette vérité douloureuse. Ce matin-là, tout paraissait pourtant ordinaire. J'étais assise à la table de la cuisine, une tasse de café refroidie entre les mains, le cœur serré sans raison apparente. Depuis plusieurs semaines, les caméras de sécurité de la maison perdaient régulièrement le signal. L'image disparaissait, revenait, puis disparaissait encore. Cela me troublait profondément, car j'aimais me sentir rassurée, surtout dans une maison où vivait ma petite fille. C'est pour cette raison que j'avais appelé un technicien. Un jeune homme aimable était arrivé plus tôt que prévu. Il avait le sourire facile, ce qui m'avait tout de suite mise en confiance. Il avait passé un long moment à vérifier les câbles, puis à ajuster le modem du Wi-Fi. Enfin, il s'était tourné vers moi avec un sourire assuré. « Voilà, Madame Claire. La connexion est stable. Sol. Vous pouvez vérifier les caméras à tout moment depuis votre téléphone. » Je l'avais remercié chaleureusement et l'avais accompagné à la porte, soulagée. Le système semblait enfin en ordre. Le soir venu, j'étais sortie chercher Lucie, ma petite fille, à l'école du quartier. Elle avait 8 ans, de grands yeux ronds qui brillaient comme 2 perles, et un sourire qui, d'habitude, illuminait ma journée. Mais ce jour-là, elle paraissait plus silencieuse que d'ordinaire. Elle répondait à mes questions par de courtes phrases, puis s'enfermait dans un mutisme inhabituel. Ses yeux restaient fixés sur ses chaussures blanches, déjà jaunies par le temps. Je m'étais dit qu'elle avait dû passer une journée difficile en classe, et je n'avais pas voulu insister. Mais une inquiétude sourde me rongeait déjà. En rentrant à la maison, nous avions croisé Richard, le compagnon de ma fille Élise. Il vivait avec nous depuis quelques mois seulement. Toujours impeccable, il savait se montrer aimable, attentif, offrant de petits cadeaux qui semblaient attendrir tout le monde. Ce soir-là, il tenait à la main une boîte de biscuits au beurre, les préférés de Lucie. Il s'était accroupi pour les lui tendre. La voix douce était mielleuse. Pour ma petite princesse. Lucie avait esquissé un sourire timide, pris la boîte et l'avait serrée contre son cœur sans l'ouvrir, contrairement à son habitude. Au lieu de se jeter sur les biscuits avec joie, elle était partie s'asseoir dans un coin, silencieuse, son regard fuyant. Le dîner s'était déroulé comme à l'accoutumée. Élise, ma fille, s'activait en cuisine et nous appelait pour mettre la table. Richard racontait des anecdotes, essayant de détendre l'atmosphère. Mais Lucie restait courbée sur son assiette, le visage baissé. Quand je lui avais demandé si quelque chose de drôle s'était passé à l'école, elle avait secoué la tête sans dire un mot. Élise, d'un ton sec, m'avait lancé. « Maman, arrête de la surprotéger. Tu en fais toujours trop. » Ces paroles m'avaient blessée. J'avais préféré garder le silence, même si une tristesse me serrait la poitrine. Fatiguée, j'étais montée tôt dans ma chambre. Mais, en pleine nuit, je m'étais réveillée avec la gorge sèche. En cherchant mon verre d'eau, ma main avait frôlé mon vieux téléphone.
Comme par réflexe, j'avais ouvert l'application des caméras. L'écran s'était illuminé, dévoilant la pièce principale. Le canapé usé, la petite table basse, le vase avec des fleurs séchées, posé dans un coin. Tout semblait calme. J'étais sur le point d'éteindre quand une ombre était apparue. Richard. Il tenait Lucie par la main et l'avait conduite jusqu'au canapé. Mon cœur s'était arrêté. La petite, raide comme une statue, serrait les bords de son pyjama de ses petites mains tremblantes. Richard s'était assis, avait tapoté la place à côté de lui et d'une voix lourde de sous-entendu, avait murmuré « Viens, assieds-toi ici !» Lucie avait aisette, puis, à contre-cœur, s'était posée au bord du canapé, le plus loin possible de lui. Ses yeux restaient rivés au sol. Richard, avec un sourire qui me glaça, lui avait tendu une bande dessinée. Puis, d'un geste calculé, il avait passé son bras derrière elle. Ce contact, minime en apparence, m'avait transpercé d'effroi. Lucie avait tenté de s'écarter, mais Richard l'avait saisie brusquement par le bras pour la rapprocher. Je vis ses lèvres bouger, chuchotant des mots que la caméra n'enregistrait pas. Le visage de Lucie s'était vidé de toute couleur. Ses yeux, écarquillés, exprimaient une peur animale. Mon souffle s'était coupé. À ce moment-là, Richard avait levé la tête vers la caméra. J'avais sursauté, mon cœur battant à tout rompre. Avait-il deviné que je regardais? Non, il avait détourné les yeux aussitôt, ignorant que le système avait été réparé. J'avais éteint précipitamment l'écran, ma poitrine oppressée, les mains tremblantes. Un mélange de rage, de peur et d'impuissance m'avait envahi. Moi, Claire, grand-mère de 68 ans, venais d'être témoin d'une scène que jamais aucune grand-mère au monde ne devrait voir. Je m'étais recouchée, mais mes paupières closes ne faisaient que projeter cette image insoutenable. Lucie, pâle comme la cire, son petit corps crispé, ses mains agrippées à son pyjama. Je m'étais promis, ce soir-là, de la protéger à tout prix. Pourtant, je me sentais incapable de bouger, prisonnière de ma propre peur. Le matin, la lumière du soleil entrait par la fenêtre, mais ne réchauffait pas mon cœur. Dans la cuisine, j'avais préparé un petit déjeuner comme autrefois, espérant redonner le sourire à ma petite fille. Un chocolat chaud épais, du pain beurré, son repas préféré. Mais quand Lucie s'était assise, ses yeux cernés, elle avait tourné la cuillère dans sa tasse, puis murmuré d'une voix éteinte. « Je n'ai pas faim, mamie. » Cette phrase, simple et fragile, avait résonné comme un cri silencieux. Le silence de ce matin pesait comme une chape de plomb. Lucie avait repoussé sa tasse de chocolat chaud, et ses yeux voilés de tristesse me donnaient l'impression qu'elle portait sur ses frêles épaules un poids immense. J'aurais voulu trouver les mots justes pour l'apaiser, mais ma gorge était nouée. Élise, ma fille, était sortie de sa chambre, encore décoiffée, son sac à main en bandoulière. Elle avait lancé un regard contrarié à sa fille qui refusait de manger. « Toujours les mêmes caprices », avait-elle dit d'une voix sèche. « Tu n'es bonne qu'à me mettre en colère. » J'avais senti mes entrailles se tordre. Comment pouvait-elle parler ainsi à sa propre enfant? J'avais ouvert la bouche pour intervenir, mais Richard était déjà entré dans la cuisine. Son sourire était éclatant, comme toujours. Il s'était approché de Lucie et avait posé une main soi-disant affectueuse sur son épaule. À cet instant, j'avais vu le corps de ma petite fille se crisper, ses doigts s'agripper au bord de la table comme si ce simple contact la brûlait. Je l'avais regardée, impuissante,
espérant qu'Élise perçoive ce malaise évident. Mais ma fille rangeait ses affaires, indifférente, trop préoccupée par son travail. Elle ne voyait rien ou ne voulait rien voir. Lucie avait avalé quelques cuillerées par obligation, puis s'était levée pour attraper son cartable. Sans un mot, elle avait quitté la cuisine, ses petits pas rapides trahissant une envie urgente de fuir. Je l'avais observée s'éloigner, le cœur en miettes. Sur le chemin de l'école, j'avais tenté de briser ce mur de silence qui s'élevait entre nous. Je lui avais parlé de ses devoirs, de ses camarades, de sa maîtresse. Mais à chaque question, elle se contentait de secouer la tête. Finalement, je m'étais arrêtée, posant doucement ma main sur son épaule. « Ma chérie, si quelque chose te fait de la peine, dis-le-moi. Ta mamie sera toujours là pour toi. » Elle avait relevé ses yeux voilés de larmes, puis les avait détournés aussitôt. Sa voix n'avait été qu'un murmure. « Ce n'est rien, mamie. » Mais ce n'était pas rien. Je le sentais dans chacune de ses respirations. À la sortie de l'école, elle m'avait accordé un fragile sourire en me voyant. Elle avait parlé de sa leçon de dessin, de sa camarade Sophie, qui lui avait prêté un crayon neuf. Pendant quelques minutes, j'avais cru retrouver la petite fille joyeuse qu'elle avait toujours été. Mais dès que nous avions franchi le seuil de la maison, son regard s'était assombri. Dans le salon, Richard était assis sur le canapé. En apercevant Lucie, il s'était exclamé avec sa voix trop douce pour être sincère. « Voilà ma princesse. Viens, regarde, j'ai quelque chose pour toi. » Il avait brandi une barre de chocolat, le genre de friandise qui l'enthousiasmait autrefois. Mais cette fois, Lucie avait baissé la tête et murmuré « Je n'aime plus les bonbons. » Puis elle avait couru jusqu'à sa chambre et claqué la porte. Le bruit de ce geste avait résonné dans toute la maison, comme un coup de tonnerre. Richard s'était contenté de hausser les épaules avec un sourire ironique. Quelle mauvaise humeur! On dirait qu'elle entre déjà dans l'adolescence. Ses yeux froids, brillants d'une lueur inquiétante, s'étaient brièvement posés sur moi, comme pour me défier. J'avais détourné le regard et m'étais réfugiée dans la cuisine, le cœur oppressé. Les jours suivants, j'avais décidé d'observer davantage. Une nuit, en entrant dans la chambre de Lucie pour ramasser du linge, je l'avais trouvée assise dans le noir, recroquevillée dans un coin, serrant son ours en peluche contre elle. Quand je lui avais demandé pourquoi elle ne rallumait pas la lampe, elle avait simplement répondu « Ce n'est rien, mamie. » Mais en baissant les yeux, j'avais remarqué qu'elle ramenait précipitamment la manche de son pyjama sur son poignet, comme pour dissimuler quelque chose. Mon cœur s'était serré. Je n'avais pas osé insister, trop effrayée par ce que je risquais de découvrir. Je m'étais assise près d'elle, caressant ses cheveux avec tendresse. « Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? Si quelque chose t'effraie, parle-moi, je te protégerai toujours. » Lucie avait hoché la tête, mais son regard restait pâle et fixé au sol, prisonnier d'un secret trop lourd. Les nuits suivantes, ses cauchemars s'étaient multipliés. Je l'entendais gémir dans son sommeil, supplier dans des murmures brisés. « Non, s'il te plaît, non !» J'accourais, l'enveloppais dans mes bras, lui promettant que j'étais là. Son petit corps tremblait contre moi, et ses larmes mouillaient mon chemisier. Pendant ce temps, Richard poursuivait son rôle de parfait compagnon. Il aidait Élise à porter ses courses, réparait une fuite d'eau, achetait des cahiers neufs pour Lucie. Aux yeux du quartier, il était l'homme idéal.
Mais moi, je voyais les regards qu'il lançait à ma petite fille quand il croyait que personne ne le remarquait. Ces regards glacials, affamés, qui me donnaient envie de hurler. Je passais des heures assise près de la fenêtre, reprisant les vêtements usés de Lucie. Chaque point d'aiguille était comme une blessure dans mon cœur, un rappel des jours où la maison résonnait de rire, bien avant l'arrivée de Richard. Je me souvenais encore des années heureuses, quand Élise était mariée à Antoine. C'était un homme bon, discret mais généreux, qui adorait sa fille. Chaque soir, il portait Lucie sur ses épaules en rentrant du travail, et leurs éclats de rire emplissaient le quartier. Elle réclamait une glace à la fraise, et il lui répondait en plaisantant qu'il allait devoir planter un champ entier de fraises, rien que pour elle. Mais ce bonheur s'était brisé le jour où la police était venue arrêter Antoine, accusé d'un délit qu'il jurait ne pas avoir commis. Lucie n'avait que 5 ans. Elle s'était accrochée à ma jupe en pleurant. « Mamie, pourquoi emmène-t-il papa ?» Je lui avais menti, la gorge serrée. « Il part travailler loin, ma chérie. Il reviendra vite. » Depuis ce jour, le rire avait déserté la maison. Élise s'était enfermée dans sa rancune, rejetant souvent sa propre fille, comme si elle était la cause de son malheur. Les années avaient creusé un fossé entre elles. Quand Richard était apparu dans nos vies, j'avais voulu croire que c'était une bénédiction. Élise rayonnait Tchkou à nouveau, croyant avoir trouvé l'homme qui la sauverait. J'avais accueilli Richard, pensant qu'il apporterait enfin la paix. Mais ce que j'avais vu sur l'écran des caméras m'avait révélé un tout autre visage, celui d'un prédateur. Ce soir-là, Élise préparait le dîner. J'étais restée plantée sur le pas de la cuisine, serrant un mouchoir dans ma main, rassemblant tout mon courage. Je ne pouvais plus me taire. J'avais respiré profondément et, d'une voix tremblante mais ferme, j'avais dit « Élise, il faut que je te parle. » J'ai remarqué des gestes de Richard envers Lucie qui ne sont pas normaux. Le silence était tombé, lourd, oppressant. Le couteau s'était figé dans la main de ma fille. Elle s'était retournée vers moi, les yeux enflammés. « Tu recommences, maman? Tu inventes encore des histoires? Lucie s'imagine des choses. Voilà tout. » J'avais senti un goût amer dans ma bouche. J'avais voulu sortir mon téléphone pour lui montrer la vidéo. Mais à ce moment-là, Richard était entré, un sac de course à la main, affichant son sourire habituel. Élise, furieuse, s'était précipitée vers lui. « Maman raconte des absurdités sur toi, Richard. » Il avait écarquillé les yeux, jouant la comédie de l'homme outragé. « Comment pouvez-vous penser ça de moi, Madame Claire? Moi qui ai tout fait pour cette famille. » Puis il avait baissé la tête, feignant l'émotion. Élise l'avait pris dans ses bras, le consolant. « Ne l'écoute pas, mon amour. Maman perd la tête. Moi, je sais que tu es un homme bien. » Derrière elle, Richard m'avait lancé un sourire glacé, presque imperceptible, un sourire de triomphe. Je m'étais sentie trahie par ma propre fille. Ma gorge s'était serrée, incapable d'émettre le moindre son. J'avais quitté la pièce, le cœur brise, traînant mes pas lourds, comme des chaînes. Dans ma chambre, j'étais tombée sur mon lit, les mains couvrant mon visage. J'avais élevé Élise, sacrifié ma vie pour elle. Et maintenant, elle se tenait aux côtés d'un monstre, contre sa propre mère. Cette nuit-là, je compris que le combat serait plus dur que tout ce que j'avais imaginé. Le lendemain matin, je balayais la cour intérieure de l'immeuble, tentant de chasser de ma tête le tumulte de la veille. Le soleil d'automne filtrait entre les feuillages, mais sa lumière ne réchauffait rien en moi. Chaque coup de balai
résonnait comme un battement de cœur affolé. J'essayais de respirer lentement, de remettre de l'ordre dans mes pensées. Parler à Élise n'avait servi à rien. Richard triomphait. Et Lucie s'enfonçait dans un silence qui me faisait peur. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon tablier. Sur l'écran s'affichait « Madame Marie, école ». Mon estomac s'est noué. La voix de l'enseignante, d'habitude posée, était tendue. « Madame Claire, pourriez-vous venir à l'école ? Tout de suite ? C'est à propos de Lucie. C'est important. Je n'ai pas posé de questions. » J'ai attrapé mon gilet, fermé la porte et me suis mise à marcher d'un pas pressé, presque sans sentir mes jambes. Tout le long du chemin, une seule idée martelait ma tête. Qu'a-t-il encore fait ? Devant le portail, Madame Marie m'attendait. Son regard, grave et attentif, me guida vers une petite salle des maîtres. Là, assise sur une chaise de bois, Lucie tenait son cartable contre elle comme un bouclier. À ses côtés, sa camarade Sophie lui serrait la main avec une douceur déterminée. Madame Marie a posé un cahier de dessin sur la table. Je crois que vous devriez regarder. J'ai ouvert à la première page. Le trait hésitant de l'enfance avait gravé un monstre à la silhouette démesurée. Des bras trop longs qui se refermaient sur une petite fille recroquevillée dans un angle sombre. Des yeux rouges transperçaient la feuille, comme deux braises. J'ai tourné la page. La même scène, puis encore la même, avec des variations de couleurs sombres, de griffes, de murs sans fenêtres. Plus j'avançais, plus mon souffle se coupait. Une angoisse ancienne, primitive, prenait possession de moi. Je lui ai demandé qui était ce personnage, murmura l'enseignante, pesant chaque mot. Elle a répondu « le compagnon de maman ». Ma gorge s'est serrée, au point d'en devenir douloureuse. Le monde s'est brouillé un instant, comme si la pièce tanguait. J'ai levé les yeux vers Lucie. Elle évitait mon regard, les lèvres serrées. Sophie, la petite amie au visage sérieux, a soufflé d'une voix timide. « Madame, elle m'a dit qu'elle a peur de rentrer à la maison quand cet homme est là. Elle dit qu'il l'appelle parfois dans sa chambre quand sa maman est partie. » Je me suis agenouillée devant Lucie, posant mes mains sur ses épaules fragiles. « Mon ange, quoi qu'il arrive, tu n'as rien fait de mal. Tu peux me dire ce que tu ressens. Je suis là pour toi. » Elle a hoché la tête sans parler, puis s'est penchée vers mon oreille. Un fil de voix, à peine un souffle. « Mamie, emmène-moi ailleurs, s'il te plaît. Je ne veux plus rentrer. » Ces 7 mots m'ont transpercé le cœur. Je l'ai serré contre moi. Sentant ses larmes humidifier mon écharpe, Madame Marie a pris une inspiration et, avec un mélange de douceur et d'autorité, a poursuivi. « Je ne peux pas aller au-delà de mon rôle, mais j'ai l'obligation de signaler à la famille ce que j'observe. Lucie change. Elle ne parle presque plus. Elle sursaute au moindre bruit. Vous devez agir rapidement. » J'ai acquiescé. Oui, j'allais agir. À cet instant, j'ai su qu'il n'y aurait plus de demi-mesure, plus de prudence craintive. Je devais protéger Lucie, même si cela signifiait soulever le toit de la maison et tout montrer à la lumière. En sortant de l'école, je me suis rappelé d'un ami de mon défunt mari, Étienne Morel, psychologue pour enfants à Lyon. Un homme d'écoute et de droiture. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai composé son numéro. Sa voix, grave et rassurante, m'a ramené des années en arrière, à des jours plus simples. « Claire ? Bien sûr, venez. Aujourd'hui, amenez Lucie. Nous prendrons le temps nécessaire.
Le cabinet d'Étienne donnait sur une place tranquille. À l'intérieur, des dessins d'animaux souriants, des boîtes de crayons, des jeux en bois. Tout invitait à baisser la garde. Lucie n'a pas lâché ma main. Étienne s'est accroupi pour être à sa hauteur. « Bonjour, Lucie. Ici, personne ne te forcera à parler. Si tu préfères dessiner, c'est parfait aussi. » Il a poussé vers elle une boîte de crayons et une feuille blanche. Longtemps, rien ne s'est passé. Puis la petite main a saisi un crayon noir. Les premiers traits, hésitants, ont vite trouvé leur trajectoire. Une grande ombre, un couloir sans issue, une fillette accroupie, des cornes suggérées par deux angles sombrement appuyés. Étienne n'a pas commenté. Son regard suivait les lignes sans précipitation, comme on écoute une confession silencieuse. Quand le dessin a été terminé, Lucie a serré fort son ours en peluche et s'est tournée vers moi, les yeux embués. Étienne a parlé doucement. « Lucie, tu peux me dire qui est le personnage ? Ou bien tu peux me le chuchoter, ou même me l'écrire si tu préfères. » Elle a secoué la tête. Je n'ai pas insisté. Étienne s'est levé, a proposé à Lucie de choisir un livre illustré et m'a invitée dans le couloir. « Votre petite fille présente des signes évidents de traumatisme, » a-t-il dit sans chercher à atténuer. Retrait, hypervigilance, cauchemar, dessin récurrent de menaces. Le danger est psychique, peut-être physique. Vous devez la soustraire immédiatement à la présence de cet homme. Plus une seule minute seule avec lui. Je peux rédiger un rapport clinique détaillé. Mais avez-vous quelque chose de concret ? J'ai senti que le poids de mon téléphone dans ma poche comme une pierre brûlante. J'ai une vidéo. Les caméras ont filmé un geste. Sa manière de l'attraper, de la contraindre. On ne voit pas l'irréparable, mais on voit la peur. On la voit entière dans les yeux de l'enfant. « C'est déjà une pièce forte, » a répondu Étienne. « Conservez-la en l'état, dupliquez-la, notez la date et l'heure exacte. Ajoutez les dessins. Je vous fournirai mon rapport. Ensuite, il faudra signaler aux autorités. » Je savais qu'il avait raison. Le mot « autorité » m'a fait frissonner, mais une détermination sans faille s'ancrait en moi. Protéger Lucie passait avant tout. Nous sommes rentrés par les rues calmes de la Croix-Rousse. Lucie tenait ma manche, le regard encore lointain. Au premier carrefour, je me suis arrêtée. J'ai pris mon vieux téléphone. J'ai transféré la vidéo sur une clé. J'ai noté la date, l'heure, la caméra. Puis j'ai rangé tout cela dans une chemise cartonnée avec les dessins et le numéro d'Étienne. Chaque geste, soigneux, me donnait un sentiment d'ordre au milieu du chaos. Avant d'aller au commissariat, j'ai commis l'erreur de chercher un peu de soutien dans le voisinage. Je ne voulais pas être seule quand la tempête se lèverait. J'ai frappé chez Madame Rosaille, en face. Nous avions partagé des recettes, des confidences, des plantes sur le palier. Assise devant sa fenêtre, elle tricotait. « Rosa, as-tu remarqué quelque chose d'étrange entre Richard et Lucie ?» Elle a froncé les sourcils, puis a souri d'un air contrit. « Richard ? Allons donc, Claire. Il m'a changé un joint de robinet la semaine dernière sans me laisser payer. Un cœur d'or, ce garçon. » Ces mots m'ont cinglé comme une gifle. Je suis allée chez Monsieur Louis, l'épicier du coin. Lui aussi a haussé les épaules. Il achète souvent des cahiers pour la petite, rend service, porte des sacs. Un type bien. Les gens parlent trop, vous savez. À chaque porte, la même chanson. Richard avait bâti une réputation de voisin idéal, utile, prévenant. Je voyais se dessiner sa stratégie.
occuper l'espace social avec une image si lisse qu'aucun soupçon n'y accroche. Quand je suis ressortie sur le trottoir, j'ai compris que je n'obtiendrais pas d'alliés parmi eux. Tant pis. Je n'avais pas besoin de leur approbation, seulement de la vérité. De retour à la maison, j'ai trouvé Élise dans la cuisine. Elle parlait de son travail, de projets, de dossiers, avec cette euphorie qui sonnait faux. J'ai posé la chemise sur la table, calmement. « Regarde, » ai-je dit, les dessins de Lucie, le rapport d'un psychologue et la vidéo des caméras. « Maman, tu vas trop loin !» a-t-elle crié en repoussant la chemise. « Tu veux détruire l'homme qui m'a aidé à me relever. Je veux protéger ta fille, Élise. » Elle m'a défié du regard, puis a quitté la pièce en claquant la porte. Je suis restée quelques secondes immobile, afin que la colère ne m'emporte pas. Puis, j'ai pris mon manteau, j'ai appelé Lucie, et nous sommes sortis. Au commissariat, un jeune officier m'a reçu. Il s'appelait Jiménez, mais avait grandi à Lyon. Son accent n'était plus que l'ombre d'un lointain héritage. Il a écouté sans m'interrompre, a visionné la vidéo, a photographié les dessins, a noté les éléments d'identification. « Madame, nous allons ouvrir une enquête. Conservez votre téléphone en l'état. Ne supprimez rien. Si l'enfant est en danger, nous interviendrons rapidement. » En ressortant, Lucie a glissé sa petite main dans la mienne. « On rentre, mamie ? » ?»« Pas tout de suite, ma chérie. Nous allons chez Madame Rosa pour la nuit. Juste pour ce soir. Je ne voulais prendre aucun risque. Je sentais le sol bouger sous mes pas, comme si une faille te préparait à s'ouvrir. Le soir tombait sur les toits de Lyon, bleu profond mêlé d'or. Les fenêtres s'allumaient une à une. Dans Soiretteville qui continuait à vivre, notre drame prenait forme, précis, irréversible. Dans la chambre d'amis chez Rosa, Lucie s'est endormie épuisée, l'ours serré contre elle. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé son visage apaisé. Malgré tout, sa respiration restait irrégulière, comme si son corps guettait encore un danger invisible. J'ai posé ma main sur ses cheveux. « Je suis là, » ai-je murmuré. « Je ne bouge plus. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai entendu, au fond de moi, la rumeur de la tempête qui arrivait. J'avais peur, bien sûr, de Richard, de sa colère, de ses mensonges, d'Élise, surtout, et de la folie qui l'aveuglait. Mais au milieu de cette peur, une force neuve s'était levée, claire comme une lame. Je ne reculerai plus. À l'aube, j'ai ouvert les rideaux. Sur les pentes, Lyon se réveillait doucement. Je me suis tournée vers Lucie. Elle dormait encore. Je me suis promis à voix basse. Aujourd'hui, la lumière entrera partout, dans chaque recoin, et ce qui se cache derrière les sourires polis n'aura plus de refuge. Je ne savais pas encore de quel côté la ville se rangerait, ni quelle perte m'attendait. Mais j'avais désormais un chemin, et je l'emprunterai jusqu'au bout, pour Lucie, pour que ses dessins retrouvent des soleils, des fleurs, des maisons avec des fenêtres ouvertes, pour qu'au bout du corridor sans issue, une porte s'ouvre enfin. L'aube avait dissipé les ombres de la nuit, mais pas celles qui s'accrochaient à mon cœur. Dans la petite chambre prêtée par Rosa, je regardais Lucie dormir, son ours de peluche serré contre elle. Son visage paisible me donnait une illusion de répit. Pourtant, je savais que la bataille ne faisait que commencer. La veille, j'avais franchi une ligne irréversible en allant au commissariat. À présent, il n'y avait plus de retour possible. Je m'étais préparé tôt, prenant soin de rassembler dans mon vieux sac les documents que j'avais ordonnés.
La vidéo copiée sur une clé, les dessins sombres remplis de monstres, le rapport provisoire du docteur Étienne. Chaque pièce était une arme silencieuse contre Richard, mais aussi une protection fragile pour Lucie. Je la réveillai doucement. Elle ouvrit les yeux, hésitante, puis se blottit contre moi. « Mamie, on ne retourne pas à la maison, n'est-ce pas? »« T'espace ? » ?»« Non, mon ange, pas aujourd'hui. Nous allons quelque part où personne ne peut te faire de mal. Nous avons pris le bus en direction du centre-ville. Le commissariat devait nous appeler dans la journée pour confirmer la suite. Chaque arrêt me paraissait interminable. Les passagers montaient, descendaient, riaient parfois. Leur vie continuait, indifférente à la mienne qui semblait suspendue. Lucie, silencieuse, tenait ma main, son cartable posé sur ses genoux. À midi, le téléphone vibra. Le jeune officier Jiménez me demanda de venir immédiatement. Des décisions avaient été prises. Mon souffle se coupa. Dans la salle d'attente, les murs gris et l'odeur de papier humide accentuaient mon malaise gise. L'officier nous reçut, grave mais déterminé. « Madame Claire, nous avons visionné la totalité des enregistrements et consulté le rapport du psychologue. Les éléments sont suffisants pour ouvrir une procédure judiciaire. Nous allons interpeller Richard dès cet après-midi. » Mes jambes fléchirent. Enfin, une lueur de justice s'ouvrait. Mais il ajouta « Votre fille sera également convoquée. Il est possible qu'elle soit placée en garde à vue pour non-assistance et dissimulation. » Mon cœur se serra à l'idée d'Élise. Malgré ses erreurs, c'était ma fille. Mais je savais qu'il n'y avait plus de place pour la complaisance. Elle avait choisi de fermer les yeux. En sortant du commissariat, Lucie leva ses grands yeux vers moi. « Est-ce que Richard va disparaître ?» Je lui caressai les cheveux. « Oui, ma chérie, il ne t'approchera plus jamais. » L'après-midi même, j'étais revenue avec Lucie, près de la maison, mais cette fois en restant sur le trottoir opposant. Le ciel d'automne s'assombrissait déjà, comme si la ville retenait son souffle. Une voiture de police s'est garée brusquement. 2 agents en sont sortis. Richard était installé sur le perron, une canette à la main. En voyant les uniformes, il avait blêmi, se levant d'un bond. La canette lui avait échappé, roulant sur les marches. Les menottes s'étaient refermées sur ses poignets. « Richard Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour corruption de mineurs », annonça l'agent d'une voix ferme. Je serrai Lucie contre moi, pour qu'elle n'entende pas ses protestations. « C'est faux! Cette vieille invente! Je n'ai rien fait !» Son masque de bon voisin s'effondrait, laissant paraître la panique d'un homme pris au piège. Élise surgit de la maison, hurlant, les larmes aux yeux. « Lâchez-le! C'est mon compagnon! Vous ne comprenez pas, il est innocent! » Les policiers lui signifièrent qu'elle devait les suivre également, soupçonnée d'avoir couvert ses agissements. Son regard croisa le mien. Je n'oublierai jamais ce mélange de haine et de désespoir. « Sais-tu un maman? Tu détruis ma vie. » J'aurais voulu la serrer, lui dire que je l'aimais encore malgré tout. Mais Lucie tremblait dans mes bras. Sa sécurité passait avant tout. La scène attira les voisins. Ceux qui m'avaient traité de vieille paranoïaque se pressaient maintenant, stupéfaits. Madame Rosa, les mains jointes, murmurait. « Mon Dieu, je n'aurais jamais cru. » Monsieur Louis baissait les yeux, honteux. Je n'avais ni rancune ni satisfaction. Seule comptait la protection de ma petite fille. Le soir, dans l'appartement redevenu silencieux, j'ai installé Lucie dans ma chambre. Elle refusait de rester seule, son ours serré contre elle. Elle a murmuré, avant de fermer les yeux.
Il ne reviendra plus, n'est-ce pas? Non, mon ange, ai-je chuchoté en déposant un baiser sur son front. Il ne reviendra jamais. Pourtant, au fond de moi, je savais que la route serait longue. Les procédures judiciaires, les souvenirs, les blessures invisibles. Mais ce soir-là, en regardant Lucie s'endormir paisiblement pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une force nouvelle. Je venais de livrer la bataille la plus importante de ma vie. Et je n'étais pas prête à m'arrêter. Les jours qui suivirent l'arrestation de Richard furent à la fois un soulagement et une épreuve. La maison, débarrassée de sa présence, semblait respirer de nouveau. Pourtant, une tension invisible régnait toujours. La peur que tout s'effondre, que la justice tarde ou que le passé revienne frapper à notre porte. Lucie, au début, dormait mieux. Ses cauchemars s'étaient espacés, mais parfois, au milieu de la nuit, elle se réveillait en sursaut, criant qu'il était là, qu'il allait revenir. Je la prenais dans mes bras, murmurais des paroles rassurantes, et peu à peu ses tremblements cessaient. Chaque matin, ses yeux fatigués me rappelaient que le chemin vers la guérison serait long. Je reçus un appel du docteur Étienne Morel. Il souhaitait revoir Lucie afin de poursuivre son suivi psychologique. Nous nous rendîmes à son cabinet, cette piste chaleureuse aux murs colorés, où l'enfant pouvait enfin déposer ses angoisses, sans craindre d'être jugé. Étienne l'invite à s'exprimer à travers ses dessins, comme la dernière fois. Ce jour-là, elle traça des fleurs, maladroites mais lumineuses, un soleil timide, et même un oiseau aux ailes trop grandes. Étienne me lança un regard discret. C'était un signe d'espoir. Pourtant, la procédure judiciaire avançait lentement. L'avocat commis d'office pour Richard plaidait qu'il n'y avait pas de preuves directes d'abus, seulement des gestes ambigus et l'interprétation d'une vieille femme. Cette phrase, « vieille femme », résonna longtemps dans ma tête. Elle était censée m'affaiblir, me faire passer pour folle. Mais j'avais la vérité de mon côté. Et cette vérité se lisait dans les yeux de Lucie. Un après-midi, je fus convoquée au palais de justice de Lyon pour un premier entretien avec le juge d'instruction. Dans la salle, Élise était présente, assise de l'autre côté, son visage marqué par les larmes, mais son regard dur. Elle refusa de me saluer. Quand le juge lui demanda si elle avait eu connaissance de comportements suspects, elle répondit d'une voix ferme. « Non, jamais. » Richard était attentif. Il aimait ma fille comme sa propre enfant. Tout cela n'est qu'un mensonge orchestré par ma mère. Ces mots m'ont transpercé. J'aurais voulu crier qu'elle se trompait, qu'elle refusait de voir. Mais je restais digne, posant devant le juge la clé contenant les vidéos, les dessins, le rapport d'Étienne. Ma voix tremblait, mais je dis « Je n'ai qu'un seul objectif, monsieur le juge, protéger ma petite fille. » Le magistrat prit note, neutre, méthodique. L'audience fut levée après quelques minutes seulement. En sortant, Élise me lança un regard de haine. « Tu détruis ma famille, maman. Je ne te le pardonnerai jamais. » Je sentis mes jambes fléchir, mais je tins bon, car ma véritable famille, ce n'était pas elle en cet instant, mais Lucie, cette enfant innocente qui avait besoin de moi. Le soir, Lucie m'attendait dans le salon. Elle m'apporta un dessin qu'elle avait fait à l'école. Une maison avec 2 fenêtres, une grand-mère souriante et une petite fille qui lui tenait la main. Je ne pus retenir mes larmes. Elle murmura « C'est nous, mamie. On est en sécurité ici. » Je l'ai serrée très fort. Son innocence retrouvait des couleurs, malgré les ombres persistantes. Quelques jours plus tard, un voisin que je connaissais à peine, Monsieur Bernard, frappa à ma porte.
Il m'avoua à voix basse qu'il avait toujours trouvé Richard étrange, trop attentif aux enfants. Il n'avait jamais osé parler, de peur de se tromper. « Madame Claire, dit-il, vous avez eu du courage. Je n'ai pas su en avoir. » Ces mots m'apportèrent un peu de réconfort. Peut-être que mon combat éveillerait d'autres consciences. Mais la tension monta encore quand l'avocat de Richard demanda sa mise en liberté provisoire. Le simple mot « liberté » me glaça. Je craignais qu'il ne revienne rôder, qu'il tente d'intimider Lucie. Heureusement, le juge refusa, évoquant un risque sérieux pour la victime. Cette décision fut pour moi une bouffée d'air. Pourtant, la situation avec Élise restait dramatique. Elle refusa de me parler, convaincue que j'avais détruit sa vie sentimentale. Parfois, je l'apercevais de loin dans les couloirs du tribunal. Ses traits tirés, sa bouche crispée. Elle paraissait méconnaissable. C'était ma fille, et pourtant je ne la reconnaissais plus. Un soir, alors que je bordais Lucie, elle me demanda « Mamie, est-ce que maman va revenir ?» J'ai hésité. Devais-je lui mentir pour la protéger? Finalement, j'ai choisi la vérité douce. « Oui, ma chérie. Un jour, ta maman comprendra. Mais en attendant, je suis là, et je ne partirai jamais. » Lucie hocha la tête et ferma les yeux, confiante. Ces jours furent un mélange d'attente et d'angoisse. J'appris à devenir plus forte que mes peurs. Chaque repas préparé, chaque histoire lue le soir, chaque sourire retrouvé de Lucie était une victoire silencieuse. Je savais que le procès approchait. Là, toute la vérité serait dévoilée, et Richard n'aurait plus d'ombre derrière laquelle se cacher. Je me suis juré de ne pas fléchir, parce que derrière moi, il y avait une enfant qui comptait sur ma voix, sur mes yeux, sur ma force. Et je ne pouvais pas la trahir. Le jour du procès, je me suis réveillée avant l'aube, le cœur battant trop vite pour mon âge. Dans le miroir, mon visage portait l'émoi d'insomnie, mais mes yeux ne fuyaient plus. J'ai lissé mon vieux gilet bleu, celui que je sortais pour les rendez-vous importants, et j'ai noué mon foulard avec des gestes lents, comme pour me rappeler que chaque chose devait être faite avec calme. Lucie m'attendait dans le salon, son ours de peluche coincé contre son ventre. Elle avait l'air si menue dans sa robe grise que j'ai eu envie de la reprendre dans mes bras, de l'emmener loin, très loin, là où personne ne pourrait jamais lui faire de mal. « On va dire la vérité », ai-je murmuré en lui caressant les cheveux. « Et la vérité nous protégera. » Devant le palais de justice de Lyon, la foule m'a surprise. Des journalistes, des voisins, des inconnus tenaient des pancartes. Justice pour Lucie. Protégeons nos enfants. Je n'avais appelé personne, mais la rumeur avait couru plus vite que nos peurs. Lucie a serré ma main. Ses doigts tremblaient. Je me suis baissée pour lui parler à l'oreille. Ils sont là pour nous soutenir. Regarde seulement devant toi. Je suis là. À l'intérieur, l'air avait cette froideur des grands bâtiments où les destins basculent. La salle était pleine. Le parquet luisait. Le bois des bancs l'ancrait dans une gravité ancienne. Richard est entré entre deux gendarmes, tête baissée. Fini le voisin serviable. Son visage avait perdu sa superbe. Ses yeux fouillaient la salle sans s'y accrocher. Juste après, Élise est apparue, plus pâle que je ne l'avais jamais vue. Ses traits tirés disaient l'épuisement, la dénégation obstinée. Son regard m'a frôlé sans s'arrêter. La présidente du tribunal, une femme aux cheveux tirés, a frappé de son maillet. Tout s'est tassé en un silence tendu. Le parquet s'est levé et a commencé d'une voix claire à dérouler les faits. La chronologie, les signalements, les dessins,
la vidéo extraite des caméras, le rapport du docteur Étienne Morel. Les mots « emprise »,« intimidation »,« climat de peur » se sont mis à résonner sous la voûte comme des pierres tombant dans un puits. Quand la vidéo a été projetée sur l'écran, j'ai serré les dents. On y voyait le salon, le canapé, la lumière jaune d'une lampe, et puis Richard. Sa main sur le bras de l'enfant, sa façon de l'attirer à lui, ce sourire collé sur son visage comme un masque mal ajusté. On voyait surtout la peur nue dans les yeux de Lucie, cette façon de se raidir qui dit tout sans un son. Quelques personnes ont détourné la tête. Moi, je n'ai pas cligné des yeux. Je devais regarder. Je devais rester debout pour ma petite fille. L'avocat de Richard a essayé de s'accrocher à l'ombre d'un doute. Il a parlé d'images interprétables, d'une mamie inquiète qui verrait du danger partout, d'un geste malencontreux, amplifié par la rumeur. Il a demandé qu'on écoute le voisinage. Richard, toujours serviable, toujours présent. Il a répété « toujours », comme si l'habitude faisait la vertu. Le docteur Morel a été appelé. Sa voix n'a pas tremblé. Il a expliqué simplement les mécanismes du traumatisme chez l'enfant, la récurrence des motifs dans les dessins, la cohérence des symptômes. Repli, cauchemar, sursaut, refus d'entrer dans certaines pièces, hypersensibilité au contact. Il n'a pas dit de grands mots, il a posé des faits, calmement, et cela avait infiniment plus de poids que toutes les indignations simulées de la défense. Quand la présidente a demandé à Élise de s'exprimer, la salle a retenu son souffle. Ma fille s'est levée, les mains jointes, les yeux rougis. Sa voix était rauque. Richard est un homme bon. Il m'a soutenue quand plus personne ne croyait en moi. Jamais, jamais il n'aurait fait de mal à ma fille. La présidente a posé des questions précises. Avait-elle vu sa fille sursauter au contact de Richard? Avait-elle remarqué des changements d'humeur, des refus d'entrer dans le salon? Avait-elle entendu des pleurs nocturnes? À chaque fois, Élise a balbutié. Je travaille beaucoup. Je pensais que Lucie faisait des caprices. Je n'ai pas voulu dramatiser. Puis, dans un souffle, maman exagère souvent. Elle s'inquiète pour tout. J'ai fermé les yeux une seconde. Oui, je m'inquiète. Je m'inquiète de ce qui compte. Le ministère public a alors conclu. Le dossier n'était pas fait de rumeurs, mais d'indices concordants, de signes cliniques, d'un enregistrement authentifié par un expert. Il a rappelé que l'enfant, par ses moyens d'enfant, avait parlé. Ses dessins étaient une parole. Ses sursauts, une parole. Sa fuite, une parole. Et que l'adulte qui aurait dû l'écouter s'était bouché les oreilles. Lucie n'a pas été appelée à la barre. J'avais prié pour cela. La justice avait jugé que sa présence n'était pas nécessaire. Les preuves parlaient, elle est restée à mes côtés, sa petite main accrochant la manche de mon gilet. Parfois, elle posait la tête contre mon bras, comme pour puiser un peu de force. Je sentais ses respirations saccadées se calmer, par moments, au rythme de la mienne. Vint l'instant des derniers mots. L'avocat de Richard prononça une tirade sur la présomption d'innocence, sur les vies brisées par les erreurs judiciaires. Richard, lui, bredouilla qu'il s'aimait Lucie, comme sa propre fille, qu'il n'avait jamais eu de mauvaises intentions. Sa voix sonnait creuse, usée par tant de mensonges. La présidente s'absenta avec ses assesseurs. Le temps se dilata. Les bancs craquaient, les chuchotements s'éteignaient. On n'entendait plus que le froissement des robes des greffiers. J'ai couvert les doigts de Lucie de mes deux mains, comme on protège une flamme dans le vent. Quand les juges sont revenus,
La salle s'est figée. La voix de la présidente a claqué, nette, comme une lame. Le tribunal, au vu des éléments, déclare Richard Dupont coupable des faits de corruption de mineurs et d'emprise psychologique. Il est condamné à 12 années d'emprisonnement, assorti d'une interdiction définitive d'exercer toute activité en lien avec des enfants. Un souffle a parcouru la salle. J'ai inspiré lentement, prudemment, comme si un poids quittait ma poitrine sans que je l'ose encore. La présidente a poursuivi. S'agissant d'Élise Martin, le tribunal la déclare coupable de dissimulation et de manquement à ses obligations parentales. Elle est condamnée à 3 années d'emprisonnement aménageable et à la déchéance de l'autorité parentale. Je n'ai pas pu m'empêcher de tourner la tête. Élise a vacillé. Son visage s'est défait, comme si la réalité s'abattait d'enfin sur elle. Ses lèvres ont formé un « non » silencieux. J'ai senti une larme chaude sur ma propre joue. Pas de triomphe, non, mais de deuil. On ne gagne rien dans ces affaires-là. On sauve, tout au plus, ce qui peut encore l'être. À la sortie, la foule s'était regroupée. Des cris ont fusé, mélange de colère et de soulagement. Je n'ai voulu ni eux, ni slogan. J'ai serré l'outil contre moi, et j'ai dit simplement « C'est terminé, mon ange. Nous allons rentrer. » Dans la voiture, la petite s'est enfin autorisée à pleurer. Doucement, silencieusement. Comme on pleure après l'orage. Je l'ai laissé faire. Les larmes lavent ce que les mots ne savent pas dire. Les jours qui ont suivi ont ressemblé à un long dimanche. La maison s'est posée. J'ai rangé les pièces l'une après l'autre, aéré chaque recoin, comme pour chasser l'ombre qui flottait encore dans l'air. J'ai déplacé le canapé, changé les rideaux, mis une lampe plus claire dans le couloir. On ne refait pas une vie en déplaçant les meubles, je le sais, mais parfois la lumière aide le cœur à repartir. La première nuit après le verdict, Lucie s'est réveillée une seule fois. Elle m'a appelée. Je suis venue m'asseoir sur le bord du lit. « Reste », a-t-elle demandé. Je reste. Je lui ai parlé de choses simples. Le marché du samedi. Les jonquilles, qui reviennent toujours, même après un hiver long. Le chat de la voisine qui s'invite sur le rebord de notre fenêtre. Peu à peu, sa respiration s'est calée sur la mienne. Quand je me suis relevée, l'aube dessinait déjà une ligne pâle derrière les toits. Le lendemain, je l'ai emmenée au parc de la Tête d'Or. Nous avons marché longtemps, sous les arbres, sans nous presser. À l'étang, un cygne s'est approché, superbe et inutilement orgueilleux. Lucie a esquissé un sourire. « Regarde », a-t-elle dit, « on dirait qu'il nous surveille. » Alors qu'il ferait mieux de surveiller ses propres plumes, ai-je répondu, et elle a ri pour de bon. Chez le docteur Morel, la semaine suivante, elle a dessiné une maison aux fenêtres grandes ouvertes, 2 silhouettes ses mains dans la main, un soleil disproportionné. Étienne a posé le dessin à plat, a regardé Lucie. « Tu as mis beaucoup de jaune. C'est la couleur qui fait du bien. » A-t-elle répondu très sérieusement. Je n'ai pas parlé d'Élise. Le vide qu'elle laissait en moi est un pays que je traverserai seule. J'espère encore qu'un jour, elle sortira de sa nuit et cherchera la main de sa fille. Mais d'ici là, ma mission est claire. Je suis la gardienne de cet enfant. Un soir, en rentrant des courses, j'ai trouvé sur mon paillasson un panier de biscuits au beurre. Un mot l'accompagnait. « Pardon, nous n'avons pas su voir. »« Vos voisins. » J'ai posé le panier sur la table sans colère, sans revanche. Peut-être que notre histoire empêcherait d'autres silences. Ailleurs, un autre jour. Des semaines entières seront encore nécessaires
Pour réapprendre la tranquillité, il faudra apprivoiser les couloirs, apprivoiser la nuit, apprivoiser nos propres souvenirs. Mais quelque chose a changé, d'infime et de solide. La peur ne commande plus. Quand je regarde Lucie tourner les pages d'un livre, la tête penchée, les lèvres entr'ouvertes, je sais que nous avançons, pas à pas, à notre rythme. Le soir, je laisse la fenêtre entrebâillée. La ville respire. Dehors, les bruits familiers me parviennent comme des signatures de vie. Un tram au loin, un chien qui aboie, des pas dans l'escalier. J'éteins la lumière du salon et je m'attarde une seconde, la main posée sur le dossier d'une chaise. Puis je murmure, pour moi autant que pour elle. Nous sommes chez nous, et personne ne viendra plus éteindre notre lumière. Demain, j'irai acheter des crayons neufs, du jaune, encore, du bleu clair, du vert tendre. Je demanderai à Lucie de me montrer comment elle dessine les fenêtres ouvertes. Je veux apprendre, à mon tour, à ouvrir les miennes. Parce qu'après la justice, il faut la douceur. Et que c'est avec elle qu'on reconstruit les maisons. Le printemps est arrivé plus vite que je ne l'attendais. Après l'hiver d'angoisse et le procès qui avait bouleversé nos vies, les bourgeons dans les arbres de Lyon semblaient nous rappeler qu'aucune saison, même la plus sombre, ne dure éternellement. Lucie et moi avions commencé à retrouver un rythme, fragile, mais réel. Chaque matin, nous marchions jusqu'à l'école en traversant les petites rues encore humides de rosée. Elle portait son cartable comme un bouclier et, peu à peu, j'ai remarqué que ses pas n'étaient plus si lourds. Ses épaules se redressaient. Ses yeux cherchaient en de nouveau la lumière. Je me suis rendu compte qu'il fallait recréer des rituels, des moments qui nous appartiennent. Le dimanche, je préparais des crêpes à la fleur d'oranger, celles qu'elle adorait quand elle était petite. Elle s'asseyait à la table, attendait que la pâte dore dans la poêle, et, pour la première fois depuis longtemps, elle tapotait la table du bout des doigts, impatiente. Ce geste, insignifiant pour les autres, m'a serré la gorge. C'était le signe que l'enfance revenait, que son cœur n'était pas tout à fait perdu. Mais les cicatrices étaient là. Certaines nuits, Lucie se réveillait encore en sursaut, appelant mon prénom d'une voix étranglée. Je me levais aussitôt, m'asseyais près d'elle et lui racontais des histoires simples, des souvenirs d'été en Provence, des images de champs de lavande et de cigales. Elle finissait par se calmer, ses doigts agrippés à mon bras jusqu'à ce que le sommeil la reprenne. Ces moments me brisaient l'âme, mais ils étaient aussi la preuve que la confiance se réinstallait. Elle savait que j'étais là, qu'elle n'était plus seule face à ses cauchemars. À l'école, les choses évoluaient aussi. La maîtresse m'a appelée un matin pour me dire que Lucie dessinait de nouveau des paysages clairs, des maisons colorées, des soleils disproportionnés. Ses camarades l'entouraient, comme pour la protéger. Ils avaient inventé un jeu. Ils se disaient les chevaliers de Lucie, jurant de la défendre contre tout monstre. J'ai souri en entendant cela, le cœur gonflé de gratitude pour ses enfants, qui, sans le savoir, lui redonnaient le droit d'exister sans peur. Pourtant, dans le silence de mes soirées, je pensais souvent à Élise. Ma fille me manquait, malgré tout. Elle avait fait des choix terribles, aveuglée par un homme qui l'avait manipulée. Mais elle restait mon enfant. J'allais parfois au parloir de la prison, même si Lucie refusait de m'accompagner. Élise s'asseyait de l'autre côté de la vitre, les yeux cernés, les mains tremblantes. Parfois elle pleurait, parfois elle restait muette, incapable de me regarder.
Un jour, elle m'a chuchoté. « Maman, j'ai tout perdu. » J'ai posé ma main contre la vitre et répondu doucement. « Tu peux encore choisir de ne pas perdre ta fille. » Elle a baissé la tête, mais j'ai cru voir une lueur dans son regard, comme une fissure dans son armure. Je ne savais pas si un jour elle retrouverait le chemin de la rédemption. Mais je gardais une place pour l'espoir. Les voisins, eux, avaient changé d'attitude. Ceux qui m'avaient traitée de vieille folle venaient désormais s'excuser. Ils apportaient des paniers de fruits, des tartes, des mots maladroits, mais sincères. J'acceptais sans rancune, même si la douleur ne s'efface pas avec des gâteaux. Ce que je voulais, c'était que leur mémoire garde l'avertissement. Le mal peut se cacher derrière les sourires les plus aimables. Qu'ils n'oublient jamais que l'apparence est un voile fragile. Un après-midi, Lucie et moi sommes allés au parc de la Tête d'Or. Le ciel était clair. Les canards glissaient sur l'eau. Et les rires des enfants formaient une musique que je croyais perdue. Lucie s'est assise sur l'herbe et a sorti un carnet de croquis. Elle m'a montré son dessin. Une grande maison aux fenêtres ouvertes, un jardin fleuri et 2 silhouettes qui se tenaient par la main. « C'est toi et moi », a-t-elle dit avec un sourire timide. « Maintenant, on est en sécurité. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je l'ai embrassée sur le front et j'ai juré en silence de protéger cette image, de la rendre réelle chaque jour. Le soir, en rangeant ses affaires, j'ai retrouvé dans son cartable une petite lettre écrite de sa main. Les lettres maladroites tremblaient encore, mais le message était clair. « Merci, Abu, de m'avoir sauvée. » Je suis restée longtemps assise, la lettre contre mon cœur, incapable de trouver les mots pour répondre. J'ai simplement prié pour avoir la force de continuer, pour ne jamais faiblir. La vie n'était pas redevenue simple, non, mais elle avait repris une direction. J'avais perdu une fille, mais je sauvais une enfant. Et dans ce choix douloureux, je trouvais la dignité. À vous qui écoutez cette histoire, je veux dire une chose. N'ignorez jamais les signes. Les enfants parlent avec leur silence, avec leurs gestes, avec leurs dessins. Écoutez-les, croyez-les, protégez-les, car il n'y a rien de plus sacré que l'innocence fragile d'un enfant. Lucie dort paisiblement maintenant. Sa respiration douce emplit la chambre. Je m'assois près de la fenêtre, je regarde la ville s'endormir, et je me dis que malgré tout, nous avons traversé la nuit. L'avenir est encore incertain, mais au moins, la peur a reculé. Et tant que je vivrai, je serai le rempart de ma petite fille, la gardienne de sa lumière,